Alors avant la session sur l'argent, diable ou bon Dieu, nous entamons le dernier débat plus technique. En France, qui paye quoi? Et j'appelle Didier Bazocchi, Bertrand Mas, Philippe Prel et Nicolas Revel. Le modérateur sera Thomas London. Bonjour à tous. Alors, en France, qui paie quoi? La question telle qu'elle est posée au présent. Nous inviterait à être descriptif. Ce que je propose, c'est qu'on ne fasse pas ça et qu'on débatte plutôt des avantages et des inconvénients de notre système d'assurance et de couverture maladie en France, qui, il faut le dire, est bien particulier, avec un système à plusieurs étages. Et puis, évidemment, qu'on débatte des évolutions qu'on pourrait ou qu'on devrait y apporter. On a d'ailleurs vu au cours des 10-15 dernières années pas mal de systèmes en fait, faire des changements importants. Les Allemands ont ouvert la possibilité de s'assurer au premier euro auprès d'un assureur privé et de sortir de facto du système public. Les Pays-Bas ont en grande partie privatisé, on peut dire, le système d'assurance maladie récemment. Et puis, l'Obamacare, évidemment, un des objectifs clés est d'améliorer la couverture maladie de la population. Alors pour débattre en cette fin d'après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Prel, qui est le directeur recherche et développement d'AXA France, Didier Bazocchi, directeur général de Covea Santé Prévoyance, le docteur Bertrand Mas, qui est entre autres anesthésiste à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille et vice-président du groupe Pasteur Mutualité, et enfin Nicolas Revel, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais au fond, à quoi ça sert un système d'assurance maladie et de couverture maladie, notamment assurantielle? Alors, le premier objectif évident auquel on pense, c'est celui de socialiser la dépense et valeur qui est très chère au système français, d'assurer à tous un accès aux soins en fonction de leurs besoins et non pas de leurs moyens. Et donc ça, c'est ce que j'appellerais permettre un accès équitable aux soins. Mais ce n'est pas le seul objectif qu'on assigne typiquement au système de couverture maladie. Il y en a au moins deux autres. Le premier, c'est de stimuler, ou le deuxième, l'amélioration de la qualité et de la productivité des services de santé. Et là encore, productivité au sens des bénéfices rendus au regard des coûts. Alors, dans l'Obamacare, on a, si on prend cet exemple, sur le premier objectif d'accès équitable, cette notion d'augmenter la couverture maladie de la population. On a aussi sur le deuxième axe beaucoup de réformes autour de l'introduction d'épisodes de soins, de Accountable Care Organizations, dont le but est justement aussi de stimuler, d'améliorer la productivité des offreurs. Et puis il y a un troisième objectif qui est celui d'encourager l'adoption par les citoyens ou par les assurés de comportements bénéfiques pour leur santé et aussi attentifs à la valeur des soins consommés. Autrement dit, on peut dire des comportements responsables. Et on voit d'ailleurs émerger un certain nombre de services, y compris en France, de remboursement, incitant à faire du sport, et des choses comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on débatte effectivement, finalement, de notre système au regard de ses objectifs et de ce qu'on pourrait faire éventuellement pour les atteindre encore plus pleinement. Mais avant ça, je voudrais qu'on s'arrête un instant et si on devait expliquer à un étranger l'intérêt de notre système à plusieurs étages, qu'est-ce qu'on lui dirait, Didier Bazocchi? Dites-moi si c'est en anglais ou en allemand déjà. Parce que, on avait un débat ce matin là-dessus. Ce qu'on peut lui dire, c'est que nous avons un système de protection sociale qui, au fond, a bien fonctionné depuis la Libération. Il s'est créé, comme vous le savez, dans le courant de l'État-providence des années 50-60. Aujourd'hui, la quasi-totalité des résidents sont couverts par l'assurance maladie. 96% des concitoyens sont couverts par une couverture complémentaire. Et donc on a un système qui couvre très largement la population, avec des règles un peu différentes. On y reviendra selon qu'on parle de l'assurance maladie ou des complémentaires. C'est aussi un système qui a une qualité importante, c'est que le reste à charge, c'est-à-dire le reste à charge final, ce qui reste à la charge du patient, du consommateur de soins,
lorsque les prestations ont été remboursées par l'assurance maladie et par la complémentaire. Ce reste à charge est un des plus bas, donc ce reste à charge final, puisque les spécialistes distinguent les restes à charge aux bandes de la Sécu et les restes à charge finaux. Ce reste à charge est un des plus bas des pays de l'OCDE, puisque nous sommes le 3e en partant du bas, après la Turquie et les Pays-Bas, si j'en crois à mes dernières lectures. Donc on a un des restes à charge finaux les plus bas, c'est environ 8,5% de la dépense totale. La Sécu couvre 78% de la dépense, les complémentaires 13,5, enfin ou 14, et il reste environ 8 à 8,5 pour le consommateur final. Vous voyez que ce reste à charge, il est extrêmement bas, et c'est bien sûr un élément tout à fait important en termes d'accessibilité des soins. Alors après, il faut nuancer tout ça, et globalement, le système a bien fonctionné. Le système, néanmoins, est devant 3 défis. Alors on pourra en débattre, mais un défi de soutenabilité de la dépense publique, et notamment avec des dépenses à venir sur les nouvelles molécules, sur des évolutions thérapeutiques majeures. Un défi démographique, bien sûr, et un défi lié aux nouveaux métiers. Vous voyez avec l'avènement du digital que vous avez des emplois qui sont des emplois non salariés qui se développent, et comment ces gens-là vont être protégés demain en termes de protection sociale, aussi bien pour la retraite que pour la santé, c'est un défi considérable. Et puis, troisièmement, un défi d'accessibilité sur lequel on viendra, puisque c'est un débat souvent entre la partie obligatoire et la partie complémentaire de traiter de ce défi d'accessibilité. Ouais. Et alors, justement, si on en vient à ce point-là, et peut-être pour commencer, jusqu'à quel point, justement, notre modèle aujourd'hui remplit-il les 3 objectifs dont on a parlé tout à l'heure, en commençant par cette notion d'accès équitable aux soins? Quelle est la performance réelle de nos systèmes de ce point de vue-là, Philippe Rel? Écoutez, en tout cas, je dirais que globalement, il est efficace, mais il faut distinguer les cas. C'est vrai que, par exemple, si on prend le 15, les urgences, tout ce qui est infarctus, accident vasculaire cérébral, là, il y a des inégalités, mais elles sont géographiques. Il vaut mieux être dans une grande ville à ce moment-là pour ce type de choses. Pour ce qui est si on prend la cancérologie, franchement, on a accès, tout le monde à un très haut niveau de soins. Et c'est au niveau de la chirurgie programmée, si je parle que de l'hôpital, où là, on voit apparaître les problèmes de délai. Mais on n'est pas dans les problèmes de délai aussi catastrophiques qu'on peut le voir dans d'autres pays plus nordiques. Donc je dirais que ça reste malgré tout raisonnable, et on a une solution justement alternative entre le public et le privé. Mais néanmoins, c'est vrai que nous avons un objectif, je crois que l'on partage tous, qu'il y ait un maximum d'égalité dans l'accès aux soins. Je crois que on a un système qui est, je dirais, le plus égalitaire, parce que tout le monde a le libre choix. Et il y a peu de pays qui l'ont finalement. Et c'est vrai que c'est à travers ce libre choix que bien sûr certains vont l'exercer mieux que d'autres. Et on sait que ce sont les gens les plus cultivés et les mieux informés qui en bénéficieront le plus. C'est une réalité, mais ça ne doit pas nous empêcher de pousser. Alors nous, évidemment, pour pousser, pour aider les gens, on va mettre en place des réseaux, là où on a le droit de les faire, par exemple en optique ou en dentaire. Voilà. D'accord. Et alors, en tant que payeur, vous tous, à votre sens, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'améliorer encore cet accès? Alors, il est sans doute bon sur un certain nombre de choses, mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre de spécialités et peut-être aussi d'endroits dans lesquels ce n'est pas tout à fait le cas et où on a plutôt des choses qui ont eu tendance à se dégrader en termes de facilité d'accès à certains types de spécialistes. Dans quelle mesure est-ce que les payeurs que vous êtes peuvent agir? Oui. Juste un mot en complément de ce qui a été dit. Sous couvert du contrôle de la CNAM, il me semble quand même que notre système est un peu déficient en ce qui concerne le reste à charge quand on s'axe ou quand on regarde plus précisément la médecine de ville et les soins ambulatoires qui sont moins couverts par la sécurité sociale, plus couverts par les mutuelles et pour lesquels les restes à charge sont un peu plus importants, ce qui est aussi probablement le cas en dentaire et en optique. Donc c'est une modération que je voulais apporter à cette première étape du débat. Oui, des réactions? Ouais. Je termine le tour de table. Bon, on a ce qui fait la singularité de notre système, si on devait l'expliquer à un étranger, c'est qu'on a effectivement cette double couche, une couche assurance maladie obligatoire, une couche complémentaire, qui est inégale. Vous avez cité les chiffres, puisqu'on a à peu près à 78% pour l'assurance maladie obligatoire, 13,5%. Elle est stable sur 10 ans. Et effectivement, elle a, même si on pourra ensuite discuter de son efficience, elle a un certain nombre, je dirais, de réussites à son actif. Le reste à charge en est 1, c'est 8,4, et il se réduit légèrement d'année en année depuis 3-4 ans.
Je pense que c'est aussi un atout de notre système que de couvrir très bien, je dirais, la pathologie lourde. Et quand vous dites qu'en effet, quand on regarde ce qu'est le taux de couverture, en gros, des soins courants de quelqu'un qui n'a pas une grosse maladie, on peut effectivement arriver à ce chiffre où la Sécu prend en charge un petit peu au-dessus de 50%. Et on peut se dire, finalement, ce n'est pas beaucoup, ces soins courants en ville. Moi, je pense que ce chiffre-là, il sort l'hôpital et il sort les affections de longue durée. Je pense qu'on ne peut pas sortir les affections de longue durée parce que les malades qui vont en ville, ce n'est pas uniquement les malades qui vont voir un médecin pour une bronchite. Bon. Donc il faut prendre les patients dans leur globalité, dans leur parcours de vie. Et le fait que, quand on est en affection de longue durée, on soit pris en charge en France à quasiment 94%, est un point très fort. Et n'oublions pas que même s'il y a aujourd'hui seulement un peu plus de 10 millions de personnes qui sont en affection de longue durée, 8 Français sur 10 terminent ou passent par une affection de longue durée. Donc je pense que c'est un élément fort. Ça pose un problème de soutenabilité, on va y venir. Mais jusqu'à ce présent, même si on peut se faire peur sur la soutenabilité, et il faut se poser la question, on est quand même dans un système où le principe d'universalité et d'égalité a été maintenu, le principe de liberté est maintenu, le libre accès à son médecin, le choix de son médecin, avec des sujets territoriaux de durée. Bon. Et nous avons quand même des soldes qui s'améliorent et une dépense qu'on tient, bon an, mal an, autour de 2% par an, ce qui est, quand on se compare aux autres pays, pas si mal. Vous êtes plusieurs à mentionner ce faible reste à charge comme un vrai bénéfice. Est-ce qu'on peut juste challenger cette hypothèse un instant? Les Suédois, ils ont à peu près 16% de reste à charge. Je ne suis pas sûr que la prise en charge soit plus mauvaise. Si on se dit que inciter à des comportements éventuellement attentifs à la valeur est aussi un objectif, est-ce qu'on ne devrait pas en fait piloter de manière un peu plus fine et un peu plus spécifique ce reste à charge, qui d'ailleurs probablement quand on le regarde, la manière dont il est réparti est sans doute beaucoup pèse sur des gens qui n'ont pas de couverture complémentaire et qui ne sont pas forcément les plus à même de supporter ce surcoût. Mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le piloter mieux, à en faire un outil justement d'incitation à des comportements un peu différents et puis pourquoi pas, du coup, si on pense que c'est un initiative, en fait, à chercher de manière ciblée à l'augmenter. J'aimerais dire quelque chose là-dessus parce que sur ce reste à charge, on lit souvent des choses erronées dans la mesure où on confond le reste à charge aux bornes de la sécurité sociale, donc avant intervention de la complémentaire, et le reste à charge final. Rappelons que 96% de nos concitoyens sont couverts par une assurance complémentaire, ce qui montre bien que ce pilier de protection sociale, qui est le système français de protection sociale, a bien deux piliers, un pilier obligatoire, un pilier complémentaire. Et j'aimerais vous donner quelques chiffres, on ne va pas donner trop de chiffres, mais j'aimerais vous donner quelques chiffres sur précisément ces restes à charge, montrant que la partie complémentaire est tout à fait déterminante pour lisser ce reste à charge et mutualiser le risque. Nous avons fait une enquête sur 1,5 million de nos assurés, sur 240 000 séjours d'hospitalisation, court séjour, psychiatrie, moyen séjour, et nous avons un reste à charge aux bornes de la Sécu sur ces assurés avant notre intervention, qui est de l'ordre de 5 200 € par an et par assuré, avant notre intervention. Pour un assuré sur 100 de ce panel, il est supérieur à... de 520 €. Pour un assuré sur 100, il est de 5 200 €, excusez-moi. Et bien entendu, lorsque les mutuelles, que sont MAF, MMA, GMF, en ce qui concerne notre groupe, sont intervenues, il reste... pour 80% des assurés, 0 reste à charge, et en moyenne, pour les 20% restants, 26 €. Donc vous voyez que ce système de protection sociale est un tout, et que la mutualisation du risque, elle opère aussi bien du fait principalement et d'abord de la partie obligatoire, et notamment sur les risques lourds, mais que les complémentaires jouent un rôle tout à fait déterminant également de mutualisation de ce risque. Et ça vaut également pour les ALD, puisqu'on dit souvent, et on a entendu parfois des ministres dire que les patients en ALD n'avaient pas besoin de couverture complémentaire, ce qui est statistiquement à peu près vrai, ce qui est individuellement totalement faux. Nous avons mesuré qu'un patient en ALD a un coût pour sa complémentaire qui est le double de celui d'un patient non ALD. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, il est pris en charge totalement par
pour le motif de son affection de longue durée, mais il y a un ensemble de soins périphériques, souvent une polypathologie qui n'est pas reconnue au titre de l'ALD et qui fait qu'il engage un grand nombre de coûts auxiliaires, ce qui montre bien l'importance, et on verra que ça a des conséquences tout à l'heure, l'importance de cette couverture complémentaire pour l'ensemble du dispositif. Et j'entends bien le rôle effectivement des complémentaires pour mutualiser ce risque-là, mais est-ce qu'il faut chercher à mutualiser tous les risques? Encore une fois, est-ce qu'il faut viser un reste à charge zéro ou est-ce qu'il faudrait envisager de, là encore, peut-être piloter un peu différemment? 10 points de reste à charge, c'est 25 milliards d'ONDAM. Je pense qu'il y a deux sujets. Si je lis dans votre, ou si j'entends dans votre question, est-ce que finalement une bonne voie ne serait pas un peu de resserrer le panier de soins pris en charge par la sécurité sociale à des fins de responsabilisation des assurés? Je pense que ça va surtout être de la matière assurable. Et les complémentaires se feront une joie de venir couvrir ce risque. C'est leur métier, on ne peut pas leur en faire, je dirais, le reproche, et ce sera aussi l'aspiration des assurés. Donc là, il faut être prudent. Moi, il y a deux pistes de réflexion autour de ça. C'est d'une part, est-ce que le panier de soins est équilibré? Et là, je parle y compris de l'assurance maladie obligatoire, parce que c'est celui que je connais le mieux. Les garanties des complémentaires sont par définition extrêmement multiples et variées. Je pense que si on doit réfléchir au panier de soins, non pas dans une logique de le resserrer, mais de le répartir, il y a certainement des questions qui peuvent être posées. Quand je vois qu'aujourd'hui, on a un reste à charge. Le poste de soins sur lequel aujourd'hui le reste à charge est le plus faible, c'est le transport sanitaire. Celui où le plus élevé, ce sont les soins dentaires. Bon, je ne dis pas que le sujet est simple, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ALD qui ont du transport sanitaire. Voilà, c'est une interrogation. Bon. En revanche, moi je ne suis pas convaincu, je ne sais pas si j'anticipe sur un autre élément du débat, que cette question de soutenabilité du système de soins, nous devrions le régler prioritairement par un désengagement de l'assurance maladie obligatoire, par un resserrement du panier de soins, parce que je suis convaincu qu'il y a des marges d'efficience considérables dans le système. Et là, je viens à votre point. Dans ces marges d'efficience, l'implication des patients est certainement un levier, au même titre que la bonne organisation des parcours ou la meilleure efficience des prescriptions. L'implication des patients est sûrement une voie. Est-ce que ça passe par des modulations de taux de prise en charge, ce qui était un petit peu derrière le sous-jacent? Bon, ça c'est un sujet dont on parlera peut-être, mais qui est un peu compliqué, je pense. Et alors, peut-être si on vient justement sur ce champ de l'amélioration de la productivité et de la qualité des services de santé, encore une fois, jusqu'à quel point le modèle tel qu'il existe aujourd'hui remplit les objectifs, avec, si on est un peu caricatural, finalement, encore une fois, quelque chose qui est presque découpé en 4 cadrans, c'est-à-dire qu'on a la couverture à 2 étages dans un sens, et puis on a cette dichotomie dont on parle beaucoup entre la ville et l'hôpital. On a une régulation qui est aujourd'hui globalement portée par la sphère publique, pour être très clair. Et je pense qu'un des sujets de la table ronde, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire un peu plus de place aux financeurs privés qui souhaiteraient pouvoir s'impliquer davantage dans la régulation? On a une sphère publique régulatrice qui n'est pas uniquement l'assurance maladie. Parce qu'il y a évidemment, vous l'avez dit, un partage des responsabilités, ville, hôpital, ministère, assurance maladie, ARS. Bon, ouais. Donc elle est diverse. Je pense qu'elle fonctionne globalement bien. Elle fonctionne beaucoup sur la régulation par les prix. Elle devrait davantage essayer de s'efforcer d'obtenir des gains d'efficience par la qualité des parcours. Après, la question de savoir quelle place pourrait être donnée aux complémentaires est un sujet, je trouve, qui est récurrent, mais qui est rendu compliqué par le fait, non pas que ce soit une question de principe, mais que quand on a un système irrégulé où il y a quand même un financeur majoritaire à 78%, il faut que la régulation prise en charge par l'opérateur privé réponde à une double condition quand même de cohérence, de coordination, sans quoi c'est, à mon avis, compliqué pour les assurés, pour les professionnels de santé et pour nous, et de légitimité des outils. Et sur la cohérence, là je ne vais pas être trop long, pour qu'on puisse se coordonner, il faut avoir de la part des partenaires complémentaires privés une capacité à s'inscrire quand même dans des schémas de coordination globaux. Là où, moi je le vois bien au travers des négociations conventionnelles que je conduis
avec le partenaire complémentaire qui est représenté au sein de l'UNOCAM, une certaine difficulté quand même à porter des stratégies, des points de vue globaux et collectifs. Vous êtes quand même fondamentalement des entreprises. Alors ça et vous gérez des contrats. Ça appelle une réponse. Ce raisonnement est vrai avec le panier de soins qui est le panier de soins actuel. Et en effet, si vous imaginiez par exemple que sur l'optique, les complémentaires prennent l'intégralité de la dépense, c'est un cas d'école puisqu'on en a 90% aujourd'hui. On ne voit pas la nécessité que sur ce sujet-là, il y ait une régulation extrêmement précise qui vienne nous dire de quelle manière nous remboursons. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui puisque le décret sur le contrat responsable que j'ai apporté là, qui fait 40 pages, nous explique comment, en fonction de la garantie, on doit rembourser l'optique. Tout ceci est absurde. Pardon, tout ceci est absurde. Dès lors qu'on admet que certaines dépenses relèvent de la sphère publique, de l'intérêt général, du service public, elles doivent évidemment être régulées par le service public. C'est une évidence. Dès lors qu'on admet que les patients, les assurés ont une liberté de choix de leur couverture complémentaire, il faut aussi admettre qu'ils s'inscrivent ou pas dans des programmes qui vont être pour eux plus ou moins couvrants, plus ou moins contraignants. Alors certes, il y a des choses à ne pas faire, mais, et on y viendra peut-être tout à l'heure un peu plus en détail, la réglementation qui s'applique à nous aujourd'hui est devenue totalement bureaucratique. On dit que font les complémentaires. Les complémentaires ne peuvent plus rien faire. Nous avons dans les années 2000 pu créer quelques réseaux de soins, particulièrement en optique. C'est plutôt un succès. En ce qui nous concerne, les 2/3 de nos assurés, quand ils s'équipent d'optique, fréquentent nos réseaux agréés. On y trouve un tarif qui est globalement de l'ordre de 40% inférieur au prix moyen du marché. On a 96% de satisfaction de nos assurés. Que dire de plus ? On nous a empêchés de faire quoi que ce soit d'autre dans beaucoup d'autres secteurs. Et là, on a un vrai problème. Bertrand Mas. Oui, je voulais prendre la parole juste pour dire, avant même de parler des complémentaires, je crois que c'est important, dans le cadre du pilotage des politiques de santé, on peut quand même se poser la question, quand on écoute tous les débats depuis ce matin, et notamment le fait que la médecine actuellement a évolué, on n'est plus sur des médecines aiguës, on est sur une médecine de parcours, il y a une nécessité de casser les financements en silos, c'est-à-dire l'hôpital d'un côté, la ville de l'autre. On peut se dire que s'il faut casser les financements en silos, il faut aussi peut-être casser les gouvernances en silos. Alors là, je lance une pierre dans le débat, mais si on casse les gouvernances en silos, ça veut dire que peut-être qu'on va vers une fusion, une absorption il faudrait faire quoi de la CNAM par la DGOS. C'est des choses qui sont dans l'air, on entend des gens le dire. Alors je sais qu'on ne peut jamais réformer en faisant table rase du passé. On est tous faits ici d'une histoire. Mais c'est quand même pas, c'est quand même pas ahurissant d'évoquer ce sujet quand on se plaint depuis ce matin qu'il n'y a pas de fongibilité des financements et quand par ailleurs il y a une non-fongibilité des gouvernances et des pilotages. Oui, c'est vrai que nous avons besoin d'élargir le débat. On ne peut pas faire de la régulation que sous l'angle du reste à charge. C'est vrai que dans d'autres pays, on aborde les questions d'enveloppe qui sont gérées par les professionnels de santé eux-mêmes, par les établissements de soins. C'est fondamental de pouvoir développer ça. Je crois que les logiques d'évaluation sont essentielles. On pourrait y revenir pour la qualité. Aussi, les nouvelles pratiques. Moi, j'étais un peu déçu personnellement que dans la convention médicale, la télémédecine ait finalement peu de place. Je pense que c'est une pratique médicale qui doit vraiment se développer. Et à travers tout le débat tel qu'il se dessine, ce que l'on veut gagner, c'est de la marge de manœuvre pour pouvoir innover et apporter de nouveaux services aux gens. Avant qu'on aille sur le champ de l'organisation finalement de la tarification et du lien avec les offrages, je voudrais juste qu'on reste encore sur cette question des leviers qui sont donnés aux complémentaires. Parce que je pense que c'est un des débats centraux. À votre sens, quels seraient les leviers de gestion du risque complémentaire qu'il faudrait donner aux complémentaires ? Je veux bien commencer. On nous dit souvent, avec 13,5% de la dépense, vous n'avez pas vocation à réguler le système. Ça s'entend. Simplement, c'est une donnée statistique, ce n'est pas la situation dans laquelle se trouve notre assuré quand il engage de la dépense. J'ai cité quelques chiffres tout à l'heure sur le reste à charge
en matière d'hospitalisation avant intervention de la complémentaire. On peut aussi examiner le fait que lorsque un de nos assurés va consulter un médecin et que le dépassement est supérieur à 40% de la base de remboursement, la complémentaire paye plus que le régime obligatoire. Donc on voit bien que la complémentaire serait tout à fait fondée à se dire, dès lors que je couvre un besoin de santé pour mon assuré, dès lors que je suis le financeur principal, pourquoi n'ai-je pas la possibilité de passer des accords avec la profession médicale, profession dentaire, pour le faire? Alors, nous pouvons le faire avec les dentistes aujourd'hui. La loi Leroux nous interdit de le faire avec les médecins. On se demande vraiment pourquoi. Franchement, c'est très étonnant. Alors, peut-être que DG de la CNAM aura une réponse là-dessus. Donc, d'abord, nous redonner la possibilité légale de communiquer avec la profession. Non, mais vous n'y êtes pour rien, donc vous pouvez en parler librement. Donc, d'abord, nous donner la faculté de discuter, de négocier, de contractualiser avec les professions médicales. Ça, c'est un premier sujet. Deuxièmement, vous avez le contrat responsable. Alors, il faut parler de ce truc-là. Le contrat dit responsable, qui a été inventé en 2004, pour de très mauvaises raisons d'ailleurs, a commencé par nous obliger à un certain nombre de remboursements de prestations de base, ce qui d'ailleurs était une drôle d'idée, parce qu'au fond, nos assurés doivent pouvoir garder la liberté de s'assurer uniquement pour du risque d'hospitalisation ou pour la gastro du quotidien. C'est leur choix. On nous a interdit ce choix. Déjà, première bizarrerie. Et puis plus récemment, le nouveau contrat responsable est venu mettre en place des planchers et des plafonds sur les honoraires médicaux, le dentaire et l'optique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cotisations, on subisse une pression à la hausse, les cotisations de nos assurés, parce que ces nouveaux planchers sont venus alourdir le coût du risque pour les complémentaires, mais que dans le même temps, nous ne pouvons plus leur rembourser des dépassements d'honoraires médicaux, hors du contrat d'accès aux soins, nous ne pouvons plus leur rembourser des remboursements, et ils ne comprennent rien. Nos assurés ne comprennent plus rien à ça. Là, les garanties qu'on nous oblige de prendre en charge en optique, encore une fois, le document est tout à fait incompréhensible, il est inexplicable à nos assurés, et donc il y a là un problème de lisibilité, il y a un problème d'acceptabilité par les corps sociaux qui pose problème. On aurait voulu d'ailleurs décrédibiliser les complémentaires qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Donc la première des choses, c'est en effet de maintenir un principe absolu de solidarité dans ce double pilier de protection sociale, et donc en particulier d'interdire la sélection des risques et l'exclusion des risques. Ça, bien évidemment, dès lors qu'on fait partie du système de protection sociale en tant que complémentaire, nous ne devons pas pouvoir sélectionner ou exclure des risques, c'est bien évident. Et je crois toute la profession, ou quasiment toute la profession, est d'accord là-dessus. En revanche, il faut retrouver des marges de manœuvre sur la capacité à pouvoir répondre à des besoins spécifiques de certains assurés qui vont vouloir, par exemple, ne s'assurer que pour du gros risque. Donc voilà, en effet, des prérequis qui nous permettraient de travailler autrement demain, parmi d'autres. Bon, je vais aller vite sur le contrat, le décret contrat responsable, qui d'ailleurs ne plafonne pas sur les soins dentaires, uniquement sur les soins médicaux. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait eu un plafonnement, je crois, a quand même été une demande assez forte d'une partie des complémentaires. Une partie seulement. Oui, oui, mais une partie, mais qui n'est pas une petite partie des complémentaires. Ensuite, juste pour revenir sur le sujet de fond des réseaux de soins, et essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ces réseaux de soins ont en effet toute leur légitimité. Vous les avez parfaitement décrits sur l'optique, parce que vous êtes presque à 100%, à 98%. Pourquoi c'est compliqué au-delà quand vous n'êtes pas franchement majoritaire? C'est quoi un réseau de soins? Quel est le levier de régulation qui sous-tend le réseau de soins? C'est quand même le fait de proposer à ces assurés d'être plus ou moins bien pris en charge selon qu'ils vont voir n'importe quel professionnel de santé, c'est la prise en charge, je dirais, lambda, et d'être mieux pris en charge s'ils vont voir les professionnels de santé qui sont, je termine, dans le réseau de l'organisme complémentaire, pas des complémentaires, de l'organisme complémentaire. C'est un levier d'une puissance inouïe. D'ailleurs, il faut voir comment chacun d'entre nous, quand il s'agit d'aller acheter une paire de lunettes, compulse le site Internet pour savoir où sont les opticiens référencés. Parce que, évidemment, le coût ne sera pas le même. C'est très puissant sur les assurés, c'est très puissant sur les professionnels de santé, à qui on dit, si vous voulez continuer d'avoir une patientèle, je dirais, plus ou moins celle que vous avez, il va falloir contractualiser. Contractualiser sur des prix, et bien sûr, c'est normal, contractualiser sur de la qualité.
C'est un instrument tellement puissant que l'assurance maladie obligatoire n'en dispose pas. N'en dispose pas. Et donc, quand vous dites « nous pourrions venir, quand bien même nous ne serions pas à 98%, intervenir dans le cadre de réseaux de soins avec des professionnels de santé où notre part de financement est à X, mais une part très minoritaire », ça pose à la fois un premier sujet qui est qu'on déplace l'instrument principal de régulation entre les mains de l'assureur minoritaire et de l'assureur multiple. Parce qu'il y a, non pas du coup vis-à-vis des professionnels de santé, un interlocuteur qui est la Sécu, c'est Porte de Montreuil, tout le monde connaît l'adresse, on négocie plus ou moins bien, mais on sait à peu près comment ça se passe, et on propose à l'UNOCAM, ça ne marche pas avec les moyens dont nous disposons, si on pouvait avoir ce genre de moyens, ce serait très différent, où est-ce qu'on déplace ce type de régulation entre les mains de 400, peu importe, 40 opérateurs différents. Deuxièmement, il y a aussi quand même une légère atteinte potentielle au principe de liberté de choix de son professionnel de santé. Donc ce sont quand même des sujets qui ont fait que la représentation nationale, à ce jour, a considéré que ce levier ne pouvait pas être étendu au-delà des postes de soins sur lesquels vous êtes aujourd'hui majoritaire. Je pense que ça peut s'entendre. Voilà. Et si on devait demain considérer qu'on devait aller vers des réseaux de soins, moi, mon sentiment est que c'est un choix qui intéresse la représentation nationale, qui est extrêmement politique, mais qui, du coup, devra être dans une forme de cohérence par rapport à comment on finance les dépenses de soins en France. Alors, je crois qu'il faut distinguer clairement ce qui relève de la distribution de biens médicaux, et vous avez cité le cas de l'optique, de ce qui relève, évidemment, d'actes de nature médicale. Ça ne doit pas se traiter de la même manière, bien évidemment. Je citais tout à l'heure nos résultats. Les 2/3 de nos assurés qui s'équipent en optique fréquentent le réseau. Et parfois, d'ailleurs, ils parcourent 50 km, quand ils habitent le milieu rural, pour bénéficier de l'avantage qualité-prix. Ils maintiennent un choix libre, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester en dehors du réseau. Ils seront un peu moins remboursés, mais ils seront remboursés néanmoins. Ils seront un peu moins remboursés, mais surtout, regardons la réalité des chiffres, ils subiront un reste à charge beaucoup plus important parce que l'opticien n'aura pas signé d'accord sur le prix ni sur la qualité, et donc il pourra leur facturer un prix qui est un prix de marché, donc qui est globalement, en général, 40% plus cher. Donc l'atteinte à la liberté, elle n'est pas réelle. C'est juste un choix rationnel de l'agent économique assuré. Alors bien entendu, il ne faut pas traiter les soins médicaux comme on traite l'optique médicale, qui est un sujet tout à fait particulier, dans laquelle il y a une dimension de confort qui intervient, ou de mode, qui intervient de manière substantielle, il faut le dire, alors que, s'agissant de consultations médicales, s'agissant d'actes techniques, on n'est évidemment pas là-dessus, et il y a des précautions particulières à prendre, mais plutôt que de discuter de ces sujets et de voir quelles contraintes auraient pu exister sur des réseaux de soins de nature médicale et non pas distribution de biens, on a interdit l'ensemble. Je pense que le débat que vous soulevez est un vrai débat. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. Oui, et puis c'est vrai que quelque part, nous voulons tous un peu faire la même chose, c'est-à-dire éviter cette histoire que nous entendons régulièrement de patients qui se retrouvent avec des factures, des devis extrêmement élevés pour des actes chirurgicaux, mais à des prix vraiment excessifs que l'on n'imagine pas. Et c'est un peu qui sont des exceptions, mais à chaque fois qui marquent beaucoup les gens. Et nous, on les résout quelquefois avec nos actions sociales, on trouve des fonds autrement, mais ce n'est pas une bonne solution. Et que ce soit à travers la convention médicale, les OPTAM, que ce soit à travers les négociations de réseau, finalement, nous, on se place du côté des patients. Et c'est vraiment notre volonté, je crois, de vouloir les aider au maximum. Juste un dernier petit mot sur ce sujet. Moi, je représente Groupe Pasteur Mutualité, qui est une mutuelle de professionnels de santé, essentiellement de médecins libéraux. Et de fait, nous ne sommes pas favorables au réseau de soins parce que je pense que l'ensemble de notre clientèle n'est pas favorable au réseau de soins. Et quand on parle de réseau de soins, en fait, on est en train de parler d'un des outils de régulation de l'offre pour améliorer qualité et productivité. Je ne voudrais pas qu'on en fasse l'alpha et l'oméga des outils de régulation de la productivité. Il y en a plein d'autres. Et c'est un champ d'ailleurs sur lequel on voit énormément d'innovations un peu partout dans le monde. On citait les États-Unis tout à l'heure. En Espagne, on commence à voir
l'avènement de paiement à l'épisode, la bascule vers des systèmes de capitation, de paiement au résultat, on voit bien autour de nous, on voit énormément d'innovation et de renforcement des outils de régulation par la qualité de l'offre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour, au-delà de ce débat sur les réseaux, de se donner plus et peut-être de manière mieux concertée d'outils de régulation de l'offre de cette nature-là? Je pense que c'est en effet un sujet d'importance pour les mois et les années à venir. Alors, ce que je vais dire n'a pas du tout, peut tout à fait, selon des modalités auxquelles il faudrait réfléchir, associer les complémentaires, selon des modalités à définir. Bon. Mais ce qui est clair, c'est que du point de vue des payeurs publics, des régulateurs publics, ce que vous avez dit sur le fait que nous avons des financements, et pour partie encore, c'est vrai, des gouvernances en silo, est absolument exact et freine l'innovation. Freine notamment, non pas l'innovation thérapeutique, parce que celle-là, nous savons la prendre en charge, la favoriser, l'évaluer. Agnès Buzyn est là et ensuite la financer. Mais l'innovation organisationnelle, qui est souvent très dépendante de modes de financement qui précisément sortent du mono-professionnel, sortent de l'acte, mais viennent rémunérer des structures, des parcours, de la qualité, de la non-réintervention. Ce sont à la fois des pistes absolument nécessaires et sur lesquelles nous sommes aujourd'hui mal outillés, avec, au-delà des questions d'ailleurs de boutique, tout simplement une grande rigidité de nos outils de financement. Bon, et donc ça, je pense que si on reste dans la sphère, je dirais, du financeur public, c'est une réflexion et une évolution dont on ne pourra absolument pas faire l'économie. Voilà. Avant de rendre la parole, sur la télémédecine, puisque un regret a été exprimé, la convention médicale qui a été donc signée en août n'ouvre pas très largement la télémédecine, tout simplement parce qu'il y a une expérimentation qui a été mise en place par la loi. Souvent en France, pour expérimenter, il faut passer par la loi, ce qui prend d'ailleurs un certain temps, et qui du coup porte sur l'ensemble du champ des ALD, 9 régions. Bon, il y a, je pense, dans le prochain PLFSS qui arrive, l'extension à l'ensemble du territoire. Mais comme il nous semblait alors, dans le cadre de la négociation, que c'était un peu dommage que la Convention n'en traite pas, on en a quand même un peu traité. Et donc nous allons ouvrir la télémédecine à 2 problématiques concernant les résidents en EHPAD. Et nous allons l'ouvrir France entière dans le droit commun sur 2 prises en charge ou 2 types de pathologies qui s'y prêtent assez bien, que sont les plaies chroniques et l'insuffisance cardiaque. Donc ça n'est pas totalement zéro pointé, loin s'en faut, sur la Convention. Vous avez tout à fait raison et je vous remercie. Mais c'est vrai qu'au passage, vous avez soulevé un point qui nous, je pense, nous ralentit dans l'innovation sociale, c'est notre maladie des pilotes. Et qu'on passe notre temps à faire des POC. Et donc, moi, je vois la télémédecine, on en est à 6 ans de pilotage. Donc, je crois qu'il serait temps que l'on passe à l'action. Comment ? Oui, et j'ajouterais d'ailleurs que sur le plan industriel, il faut être vigilant. On sait qu'aujourd'hui, 50% des entreprises du monde de l'innovation dans les finances et l'assurance, donc les fintech et les assurtech, sont basées à Londres, pour l'ensemble de l'Union européenne. Les Anglais sont en train de monter quelque chose d'assez astucieux, qu'ils appellent un bac à sable réglementaire, qui permet, dans le cadre expérimental, de s'affranchir, ce que les Californiens ont déjà mis en place depuis plusieurs années d'ailleurs, de s'affranchir de tel ou tel aspect de la réglementation pour expérimenter. Vous voyez qu'on est très loin de ça. Alors qu'en France, finalement, on explique, notamment aux complémentaires, qu'elles n'ont le droit de rien faire. Et après tout, pourquoi ne pas imaginer qu'avec un bac à sable réglementaire, on puisse ouvrir un certain nombre de choses, hein. Je voudrais prendre un exemple qui nous a particulièrement marqué et qui montre là où on en est et l'impossibilité qu'il y a à agir. Nous avons, avec un laboratoire de l'industrie pharmaceutique présent dans cette salle il y a quelques années, maintenant 3-4 ans, imaginé devenir sponsor d'une opération de détection et d'accompagnement de patients atteints de BPCO, que vous connaissez. Donc très bien, on a choisi 2 régions pilotes, nous avons négocié avec les ARS nous ont dit c'est pas pour vos assurés, c'est pour toute la population, très bien. Nous avons négocié avec les URPS et finalement nous avons obtenu à la fois un soutien de 2 ARS, qui n'était pas celle du départ, et des URPS correspondantes.
très contents. C'est une opération assez lourde, avec des investissements conséquents que nous étions prêts à engager pour une raison très claire. Il y avait une expérimentation intéressante pour ce labo, puisque ça permettait de passer sur des usages, etc. Pour la complémentaire, c'était une opération intéressante, puisque nos calculs théoriques avaient montré qu'il y avait un intérêt à faire sur le papier, aussi bien pour le régime obligatoire que pour la complémentaire. Très belle et exceptionnelle convergence d'intérêts. Mais pourquoi pas? Eh bien, l'opération n'est toujours pas lancée, puisque pour un motif tout à fait, je vais le dire comme je le pense, tout à fait fallacieux, la CNIL ne nous a pas permis d'engager cette opération. Et on est en contentieux et on est parti pour 50 contentieux. Est-ce bien raisonnable? Les Anglais font l'inverse. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Juste un mot rapide. Pardon. Juste un mot rapide pour revenir sur le sujet de l'innovation et au-delà des problèmes de pilotage. Nous-mêmes, assureurs, mutuelles, etc., nous avons des fonds propres. On a souvent de l'argent qu'on aimerait peut-être investir de façon un peu plus risquée sur l'innovation, etc. Il faut savoir que les contraintes réglementaires aujourd'hui, notamment en termes de solvabilité, font que ces fonds sont très sécurisés. Donc là aussi, il y a des éléments sécuritaires, c'est un peu technique, mais il y a des éléments réglementaires qui font que nous-mêmes ne pouvons pas porter l'innovation autant qu'on le souhaiterait probablement. Ouais, bon, ça fait 2 bonnes idées. Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Sur le dernier objectif dont on a parlé tout à l'heure, qui est cette notion de faire évoluer les comportements des citoyens et des assurés, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient, encore une fois, plus responsables, et plus attentifs à la valeur de ce qu'ils consomment, et puis peut-être qu'ils aient des comportements qui soient plus sains. Donc j'ai bien compris que l'idée du reste à charge est à manier avec précaution, mais on voit aussi pas mal d'exemples en France, à l'étranger, de programmes incitatifs assez forts pour les patients. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça et jusqu'où est-ce qu'on doit aller? Écoutez, moi, je vais bien essayer de vous dire, en très peu de temps, pourquoi je suis un peu contre et très pour. Je suis un peu contre parce que, sur le plan éthique, ça ne correspond pas à notre façon de voir les choses en France. C'est sûr que dans une logique utilitariste, quand une partie de la population fait des bonnes choses, c'est bon pour tout le monde. Dans une éthique individuelle de liberté, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a un principe de dignité, et chez nous, donc, on n'a pas le droit de faire des choses, d'utiliser les autres comme les moyens, et donc même, on ne peut pas vendre ses organes, acheter, etc. Mais en pratique, on n'est pas indigne parce que l'on fume en France, et c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est la réserve éthique que je ferai, et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la logique de récompense jusqu'où aller. Alors ensuite, pourquoi je suis pour? Tout simplement, moi, vous savez, quand on essaye de faire changer le comportement des gens, par ailleurs, je suis tabacologue et j'ai beaucoup essayé, et vous avez beaucoup d'échecs. C'est très dur de changer le comportement des gens. Mais vous observez une chose, c'est que moi, je suis nageur, et bien maintenant, je choisis mes heures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nagent. Alors qu'il y a 10 ans, franchement, la piscine, j'étais tranquille. Qu'est-ce que j'exprime par là? C'est que la prévention, c'est un effet de mode. Et plus nous faisons des actions qui vont dans le sens de la prévention, même si elles ont un effet modeste, plus elles sont efficaces socialement. Alors, moi, comme Philippe, je suis un peu contre, mais je suis aussi très contre. Pourquoi? Nous sommes dans le groupe assureur dommages et responsabilités, et nous savons qu'en matière de conduite automobile, le comportement est un élément déterminant de l'accidentologie routière, et ce qui explique notamment les stratégies de bonus-malus. Nous pensons aussi que le bonus-malus est une très mauvaise idée sur la santé, pour une raison qui est bien sûr éthique, mais aussi tout à fait fondamentale, c'est que des études ont montré depuis longtemps que dans les déterminants de santé d'une population, le comportement n'est qu'une partie, et que vous avez des éléments d'environnement. Chacun ne choisit pas son état de santé à la naissance, sa carte génétique. Vous avez des éléments d'environnement, des éléments génétiques et des éléments déficients du système de soins. Donc, pour toutes ces raisons-là, dès lors que le comportement est un déterminant mineur d'un état de santé, il nous paraît extrêmement dangereux qu'un organe de protection sociale, c'est-à-dire qui est là pour compléter le régime obligatoire d'assurance maladie, se lance dans ce genre de choses, et nous y sommes défavorables. Voilà, c'est éthique, mais c'est aussi, je crois, très très lié à la nature même de ce qu'est la protection sociale en France.
Et nous, Merci. nous portons la même analyse du point de vue là. Très bien, écoutez, merci. Donc le débat n'est pas clos. Ça donnera l'occasion de revenir dessus à une autre occasion. Merci. Et